Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au programme de WAF TV, bienvenue à votre émission Duel. Comme chaque semaine, donc, nous avons toujours le plaisir de recevoir ce plateau des hommes politiques pour analyser, décrypter des faits marquants ayant marqué donc l'actualité politique, économique et sociale de la semaine. Au milieu de ce numéro, nous allons donc parler de lendemain du scrutin du 24 février 2019. Alors, après donc la proclamation des résultats officiels par le Conseil constitutionnel, le chef de l'État, le président Macky Sall, est élu pour un mandat de 7 ans, 5 ans, il a dit. Donc, c'est adressé au peuple sénégalais pour livrer un certain nombre, un discours un peu que nous allons donc aujourd'hui décortiquer avec l'aide donc de nos invités. Ce qu'on peut retenir de ce discours-là, c'est tout simplement un appel qu'il a lancé à toute la classe politique de venir discuter avec lui, notamment même, il a même fait appel donc à ses deux prédécesseurs, notamment le président Wade et le président Diouf, qui devraient donc venir lui prêter main forte afin donc que le Sénégal puisse trouver, en tout cas se trouver dans de bonnes conditions, notamment dans les prochaines échéances électorales. Aussi, il a dit comprendre tous ceux-là qui n'ont pas voté pour lui et que lui-même va faire une bonne analyse des résultats issus du scrutin du 24 février. Alors, le président, en tout cas, il n'a pas dit ou ce qu'on n'a pas entendu, c'est qu'on ne l'a pas entendu dire qu'il est à son dernier mandat, ce qui d'ailleurs suscite certaines interrogations de la part de certains Sénégalais qui disent que la loi lui permet de briguer un second mandat, mais nous en parlerons. Tout simplement, c'est parce qu'il ne l'a pas dit. Alors, nous avons donc le plaisir de recevoir ce plateau deux responsables politiques. L'un, c'est M. Malick Gueye, le député Malick Gueye, il est porte-parole du grand parti, membre de la coalition IDIL 2019. Alors, honorable député, bonsoir. Bonsour, Nessa, je vous remercie de l'invitation. Alors, nous avons aussi le plaisir de recevoir ce plateau. Notre responsable politique, c'est M. El Hadj Sarr, il est donc membre des cadres de l'APR, responsable politique à Ziguinchor, porte-parole aussi des jeunes cadres de l'APR. Bonsoir El Hadj. Bonsoir. Alors, je vais commencer par vous, honorable député. Vous avez écouté le chef de l'État, surtout donc, quelques heures après donc, la proclamation officielle des résultats par le Conseil constitutionnel. Alors, quelle lecture faites-vous donc de son discours dans un premier abord? Bon, permettez-moi d'abord, Georges, de souhaiter une bonne fête aux femmes du monde, femmes à nos mamans, aux épouses, aux sœurs, contexte du 8 mars. Et faire un petit rappel en termes de diagnostic pour voir, comment on dit, l'histoire du problème ou le problème de l'histoire. Ça veut dire que le président de la République a quand même fait une déclaration, je veux dire, avant qu'il soit officiellement, qu'il prête serment. Maintenant, ce qu'il faudrait retenir de la situation en amont des élections présidentielles, c'est qu'il y a une contestation, je dirais pas secondaire, mais une contestation primaire sur, en fait, sur les élections présidentielles. Nous l'avons dit depuis quelque temps que le parrainage a été un élément quand même qui a en fait perturbé l'élection présidentielle. Et malheureusement, cette élection, les gens pensent que c'est une histoire de vaincus et de vainqueurs, mais le débat de fond dans une élection présidentielle, c'est que les programmes. C'est-à-dire que moi j'ai vu des gens qui avaient travaillé pendant 6 mois sur des programmes et malheureusement les Sénégalais n'ont pas eu cette chance de goûter. Le programme d'Atepa, le programme d'un ancien Premier ministre, président de la commission Agibou Soumaré et d'autres candidats. Et des candidats qui sont recalés. Et aujourd'hui, vous avez vu notre histoire, nous, au niveau du grand parti. Tout le monde sait que, franchement, même la société civile, dans le rapport, dans l'analyse qu'ils ont fait après des élections, il y a des membres de la société civile qui n'ont pas compris le cas de Malick Gakou. Parce que c'est un cas quand même qui n'est pas dans le diagnostic de l'élection présidentielle, qui n'a pas été en avant. On a plus mis les cas de Khalifa Sall, Karim Wade, qui concernaient des dossiers judiciaires. Mais ce cas quand même, par rapport à un recalage au Conseil constitutionnel qui a été fait sur la base en fait de doublons, nous savons que l'article 57 du Code électoral dit que quand vous avez des doublons, la loi vous permet de rectifier ces doublons, maanaam d'apporter. Mais la loi a été vide là-dessus parce que le Code n'a pas précisé le nombre de fois qu'il faut rectifier. Donc,
Maintenant, bon, quand la loi est vide, ça profite aux candidats. Parce qu'il y a un vide qui est là. Et que ça a été reconnu par la société civile, par les organes qui ont travaillé là-dessus. Bon, voilà. C'est dommage, bon, là on a dépassé ce stade-là. Non, c'est important, c'est important. On est dans le... Vous êtes en train de faire maintenant les enseignements peut-être. Non, les enseignements. D'ailleurs, ce diagnostic est important. Oui, bon, parce que ça me permet, oui, ça permet de dire que j'aurais souhaité féliciter à l'entame de l'émission mon co-débatteur, que je salue au passage. Mais c'est ce diagnostic qui m'empêche d'être dans une félicitation. Vous voyez pourquoi? En fait, le rappel est important. Donc voilà. D'accord, ok. Elhadj, alors vous avez votre vis-à-vis honorable Malick Gueye a dit qu'il ne vous félicitera pas. Ils auraient bien souhaité vous féliciter à l'entame et féliciter peut-être le président Macky Sall, mais les choses sont passées de telle sorte qu'il ne peut pas se permettre de vous féliciter. Alors, le président Macky Sall, est-ce que ce discours qu'il a livré quelques heures après les résultats du Conseil constitutionnel, est-ce que ce discours laisse à penser qu'on va vers des lendemains meilleurs en termes de processus électoral? D'accord, tout à fait. Je ferai comme j'aborderai sur le même angle. Souhaiter bonne fête à nos mamans, à nos femmes, à nos sœurs, aux femmes du monde et aussi surtout aux dames de Walf, du groupe Walfadjri. Aussi souhaiter bon temps de jeûne à la communauté catholique dont vous faites partie. Et je sais qu'actuellement, vu le visage que vous affichez actuellement, c'est un peu chaud. Donc, ce serait bien quand même que que vous abordez ce temps de piété et que vous le terminez, Inch'Allah, tel que vous l'avez abordé. Pour revenir à votre question, moi je pense que aujourd'hui nous sommes en train d'assister à quelque chose d'inédit et que notre démocratie est en train de subir un grand coup. Parce que ce que nous sommes en train de vivre avec l'opposition sénégalaise, je pense que sera gravé dans les pages sombres de l'histoire de ce pays. C'est quoi? Aller à des élections depuis 2012, parce que moi je ne m'en tiendrai pas juste aux élections présidentielles. Nous avons une opposition qui, à chaque fois que nous allons à des élections, et au sortir de ces élections-là, vient nous dire que les élections n'ont pas été bien organisées, qu'il y a eu une irrégularité dans la façon dont les choses se sont faites, jusqu'à ce qu'ils arrivent aujourd'hui à ce niveau de dire qu'ils vont dénier au président élu des Sénégalais quand même le mérite d'être dit au minimum félicitations et encourager ce dernier pour s'atteler aux tâches qui visent ou qui consistent à s'occuper au quotidien. Oui, mais ils veulent être conscients. Quand on ne reconnaît pas les résultats, on ne doit pas féliciter les vainqueurs, entre guillemets. La seule question que moi j'ai envie de poser, c'est quand est-ce qu'elle va reconnaître une élection tenue ou bien des résultats sortis des urnes. Vous savez, Georges, dans ce pays, nous, comme j'ai tendance à le dire, notre démocratie n'est pas jeune. Nous sommes cités un peu partout dans le monde, un peu partout. Quand même, nous avons gagné ce respect dans notre aptitude à organiser des élections libres et transparentes. Et ça, ce n'est pas, tenez-vous bien, un acquis pour Macky Sall ou bien un acquis pour les gens de la coalition Benno ou de la paire. Non, c'est un acquis que le Sénégal a aujourd'hui. Nous sommes cités en exemple un peu partout. De temps à autre, s'il y a des difficultés en termes d'organisation des élections, ce n'est pas pour rien que nos dirigeants sont appelés à aller faire de la médiation. Nous avons vu le rôle qu'a joué le président de la République récemment au Burkina Faso. C'est parce que tout simplement, nous avons... Certains disent qu'au sortir de ces deux élections-là, le référendum, les législatives, la présidentielle, cette vitrine semble un peu être craquelée. Alors, j'attends de voir. Sincèrement, j'attends de voir parce qu'aujourd'hui, certains qui le disent, il va falloir savoir qu'on mette un nom et un visage sur ce certain-là. Mais moi, je reste convaincu aujourd'hui que l'attitude de l'opposition, elle n'est pas contre le président élu. Non, non, non. Aujourd'hui, c'est un mépris, mais avéré que ces hommes politiques, que ces gens de l'opposition sont en train d'avoir vis-à-vis de nos concitoyens. Oui, mais reconnaissez, comme je vous l'ai dit tantôt, hein, que il faut être conséquent avec soi-même, parce que quand on ne reconnaît pas des résultats, on les rejette, c'est tout à fait normal quand même. Mais on ne les reconnaît pas et à chaque joute électorale, on y va quand même.
C'est-à-dire, depuis 2012, ils disent que les élections ne sont pas organisées de façon libre et transparente, et à chaque fois, ils viennent. Et à chaque fois, c'est le même résultat. Alors, honorable Malick Gueye, là, le président de la République vous offre encore une fois l'opportunité de venir discuter avec lui, vous tend la main, de venir dialoguer avec lui. Est-ce que vous allez partir à ce dialogue-là? Bon, déjà, il faut comprendre que la démocratie, c'est pas l'organisation des élections. C'est-à-dire que des fois, la définition que nos amis de la paire font sur la démocratie, c'est en fait, c'est l'élection, c'est un processus qui est un élément important dans la démocratie. Mais la démocratie également, en fait, c'est ne pas toujours être dans la conception d'une majorité d'idées. C'est important quand même que même dans les discussions qu'on engage au niveau sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan, qu'on ait des discussions avec des paramètres et des termes de référence très clairs. C'est-à-dire, moi je vous rappelle que je pense qu'il y a une journée qu'on a oubliée, cette journée du 26 mars là, où le président avait convié tout le monde au palais pour dire que maintenant je vais décréter cette journée-là, journée du dialogue politique. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Des gens qui ont pris la parole pour dire que monsieur le président, voilà, nous on est là, on est derrière vous, monsieur le président, vous êtes le roi, vous êtes le fils de... Non, vous voyez, si c'est ça qui fait que aujourd'hui les gens doivent avoir des images de l'opposition autour d'une table, mais en fait ça n'a pas de sens. On n'en a pas besoin. On a besoin d'un dialogue sérieux. Oui, mais vous ne pouvez pas dès l'entame dire que ce dialogue ne sera pas sérieux tant que vous n'êtes pas allé à la table. Mais écoutez, ça veut dire que moi je vous donne des jurisprudences. D'accord. Au moment où le ministre de l'Intérieur faisait un dialogue sur le code électoral, on attendait des conclusions sur le code électoral. Le président de la République, avec la majorité parlementaire, ont voté une loi à l'Assemblée nationale pour instituer le parrainage. Et qu'il fallait attendre la conclusion du dialogue. C'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, le dialogue, peut-être, ça va certainement tourner autour de la dissolution de l'Assemblée nationale, qui est un débat qui est là. Mais tant mieux pour nous, parce que nous, on est en train de se préparer pour une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. Donc, aujourd'hui, vous avez vu, ça dit que ça, ce n'est pas des éléments de dialogue. Ça dit, en fait, je vais vous dire, ça dit que là où peut-être il faut comprendre nos amis du pouvoir, ça dit, ils sont très forts en matière d'organisation d'une majorité, peut-être dans la durée. C'est-à-dire qu'eux, ils ont des objectifs politiques très clairs. Bon, le président Macky Sall, quoi qu'on puisse lui dire, moi je l'ai dit dans nos quartiers généraux, hein, c'est-à-dire j'ai dit qu'en réalité, ce qui s'est passé aux élections présidentielles était prévisible dans la mesure où, en 2000, Abdou Diouf avait reculé sur le code électoral consensuel. En 2012, Abdoulaye Wade avait reculé pour changer un ministre de l'Intérieur qui n'était pas apolitique. Nous, tout ce que l'opposition a demandé pour vérifier, même le fichier électoral, à 15 jours des élections présidentielles, on nous refuse d'avoir le fichier électoral. On nous refuse d'avoir même, de savoir qui est candidat à 14 jours de la campagne électorale avec le système du parrainage. 14 jours de la campagne électorale, personne ne sait qui est candidat. Le président sortant, lui, il savait depuis 2 ans, lorsqu'il a reporté les élections présidentielles, parce qu'il est à son 3e mandat normalement, parce qu'il y a un mandat de 2 ans, de 5 ans qu'il a fait, un autre mandat de 2 ans, parce qu'il avait dit qu'il allait réduire son mandat, il ne l'a pas fait. Il a fait 2 ans. Donc un autre mandat. C'est un mandat pour le peuple, parce que c'est lui qui l'avait dit. Maintenant, aujourd'hui, il s'est approprié une organisation, je veux dire, qui lui a permis de se déclarer victorieux à l'élection présidentielle. Nous savons que ce système de parrainage qu'on a contesté, que tout le monde conteste d'ailleurs, et que je pense que dans l'évaluation qu'on se fera, on verra qu'en réalité, en fait, ce qui a plombé ces élections présidentielles, c'est ce système de parrainage et cette utilisation des moyens de l'État à outrance. Vous avez vu ce qui s'est passé à la campagne électorale. Vous avez vu les moyens que l'État a déployés pour se faire une... Vous avez vu le combat de Dakar. Vous avez vu un ministre des Finances qui est à la caisse de l'État qui fait de la politique. Pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal. Allez aux impôts, tout le monde fait de la politique. Ça dit, Et ils sont tous de la paire. Non, ils sont presque tous de la paire. Parce qu'en réalité, bon, faire de l'opposition tout en étant dans l'administration est risqué, parce que c'est vous qui avez limogé Sonko en tant qu'administrateur. Parce qu'en réalité, les gens ont peur de faire de la politique dans l'opposition. Maintenant,
vous allez au Trésor, vous allez aux impôts, mais Abdou Diouf, ce qu'il avait, le Parti socialiste, c'est-à-dire cette originalisme-là de l'administration, c'est-à-dire l'administration qui était un mythe à la réalité. Mais c'est perdu maintenant. Voyez-vous de grandes personnalités dans l'administration qui gèrent nos deniers publics, qui gèrent nos impôts, et qui viennent ici dans les plateaux tenir des discours de laudation au président de la République. Des fois, il y a des responsables que je vois dans certains plateaux, mais en réalité, des fois, je suis peiné de voir que leur position administrative dans l'administration du Sénégal ne leur permet pas de dire un certain nombre de déclarations politiques. Le ministre de l'Intérieur qui nous dit que lui, bon, il a organisé les meilleures élections du Sénégal. Mais attends, un ministre de l'Intérieur qui est responsable du parti à Linguère, hein, mais qui a sous sa tutelle la direction de l'automatisation du fichier, qui nous avait dit que mais moi ce qui m'intéressait c'est que j'ai la cartographie et le fichier le fichier électoral de l'APR, qu'il pourrait peut-être basculer dans le fichier électoral. On ne sait pas qui a cette facilité d'avoir sa carte d'électeur. Nous avons des militants qui n'ont pas leur carte d'électeur. Le parrainage à 3 semaines de l'élection présidentielle, on identifie 53 000 personnes, dirait-on, que Malick Gakou a déposé au niveau du Conseil constitutionnel. On les identifie comme des parrains de Malick Gakou. On identifie 63 000 personnes comme des parrains d'Idrissa Seck. On identifie 66 000 comme des parrains d'Ousmane Sonko, qu'on identifie. Et que le vote se passe avant, c'était anticonstitutionnel. Même le Conseil constitutionnel devait revoir ces dispositions, parce qu'en réalité, ça, parrainer quelqu'un, c'est une manière de voter pour lui. Parce qu'on identifie, le vote est secret dans la Constitution. Donc ça, quand on identifie la personne qui parraine pour un candidat... Vous voulez dire que ça fausse le jeu? Non, ça fausse le jeu. Ça fausse le jeu dès le départ. Et je pense que, en tout cas, si on est toujours dans l'évaluation de l'élection, ça n'aurait pas de sens. Les choses se sont passées comme ça s'est passé. Il faut prendre acte. Peut-être que le dialogue sera une occasion pour vous. Non, on va aller. Moi, je suis là pour représenter mon parti, qui est le grand. Alors, que peuvent apporter aujourd'hui les présidents Diouf et Wade à un dialogue national, un dialogue républicain, comme vous le dites? Quelqu'un comme le président Abdou Diouf, par exemple, on l'a jamais entendu se prononcer sur l'actualité politique économique au Sénégal. D'ailleurs, quand il a quitté le pouvoir, il a dit qu'il ne voulait même plus être chef de quartier au Sénégal, ou chef de village. Alors, pourquoi encore l'appeler à un dialogue ici au Sénégal? Le président Wade, on peut comprendre, puisqu'il est toujours chef de son parti. Qu'est-ce que peuvent apporter ces deux-là? Alors, je reviendrai tout à l'heure sur cette question, mais juste pour rebondir sur ce qu'il vient de dire, notamment cette séance de Selbendum dont il vient de nous faire, celui qui prédit l'avenir politique de ce pays, c'est bien. Mais vous rassurez juste que, en fait, chez nous, on n'a jamais eu un problème de qui va gérer ou qui va occuper tes responsabilités. Parce mais vous l'aurez quand même bientôt. Non. En fait, je pense que 2012, c'était l'année de tous les dangers. Parce que on venait de sortir des grandes batailles de l'opposition où des gens ont payé le prix fort. Moi qui vous parle, j'ai été incarcéré. D'autres ont fait la prison. Et à un moment donné, nous sommes arrivés au pouvoir et nous avons vu des gens qui n'étaient pas forcément de nos batailles, ou même qui étaient en face, à qui le président de la République a confié des responsabilités. Vous savez aussi, la construction nationale doit se faire à travers les compétences des uns et des autres. On gagne avec son parti ou avec sa mouvance, mais on gère avec les compétences. Malheureusement, vous n'avez pas encore intégré cela chez le président. Ça, il nous l'a toujours dit. Ça a été un pacte clair dès le début de l'Alliance pour la République. C'est pour ça que je vous dis encore une fois, tenez-vous bon, nous sommes bien dans cette coalition. Et si nous avons accepté cette situation pendant 7 ans, nous sommes en mesure de l'accepter aussi pendant ces 5 prochaines années. Ne vous en faites pas, il y aura des départs dans les rangs du pouvoir, tout comme chaque matin nous enregistrons des départs dans les rangs de l'opposition. Et c'est pour ça que quand les gens quittent chez nous pour aller vers l'opposition, ils sont applaudis. Quand eux quittent l'opposition parce qu'ils se rendent compte que cette opposition-là, en fait, elle est moribonde, elle n'existe que dans son projet perfide d'accéder au pouvoir et rejoindre le président pour la construction nationale, ils sont taxés de transhumants. Donc, ça, il y va de la vitalité démocratique d'une nation. Vous avez parlé tout à l'heure du plan Sénégal émergent en des termes laconiques, mais je vais vous dire une chose, c'est l'élaboration de ce plan depuis l'avènement du Yoon Yokkouté, ensuite
en enchaînant avec le plan Sénégal émergent, qui aujourd'hui a valu ses 58% au chef de l'État. Donc, qu'on y mette 4 milliards ou qu'on y mette je ne sais combien encore, moi je vois qu'aujourd'hui les Sénégalais ont épousé dans leur grande majorité l'action du chef de l'État. Vous savez, ce serait quand même de se tromper de mesure que de vouloir prendre cette opposition comme le véritable baromètre de l'action du chef de l'État. Non, non, non. C'est une opposition qui aujourd'hui... Il représente quand même 47%. Oui, mais quand je parle de l'opposition, je parle des partis politiques, des acteurs qui animent la vie politique dans les rangs de l'opposition. Ces gens-là sont dans une posture de dire que rien ne marche, rien ne va, et à un moment donné, ils ne sont même pas capables de reconnaître la majorité ou bien le choix de la majorité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai peur. Parce qu'aujourd'hui, pour même le parti au pouvoir, nous avons besoin d'une opposition républicaine qui permet l'échange, qui permet le dialogue. Nous l'avons vu au temps des socialistes. Il se passait des choses pires que ce que nous vivons actuellement. Mais à un moment donné, Abdoulaye Wade et Abdou Diouf se retrouvaient autour d'une table et à un moment donné, Abdoulaye Wade intégrait le gouvernement pour la construction nationale. Maintenant, pour l'entrepreneuriat rapide, vous savez, sur tous les secteurs, on peut tout de suite se prêter à ce jeu-là. Santé, économie, sport, dans tous les secteurs. Nous avons apporté notre pierre à l'édifice. Nous n'avons pas pour prétention de dire que tout a été rose ou que tout a été réussi depuis 2012. Nous avons pris un pays limite en ruine. Nous l'avons transformé en chantier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le président de la République a demandé aux Sénégalais de lui faire confiance pour mettre action, pour parachever cette action qu'il a démarrée depuis qu'il est au pouvoir. Donc aujourd'hui, dire que l'ADER, cher ami, n'est pas une bonne chose, c'est vraiment se couper des réalités sénégalaises. Nous avons des milliers et des milliers de jeunes qui empruntent depuis 2008, depuis 2009, des pirogues pour sortir de ce pays. Nous nous lançons dans des opérations qui ne peuvent pas attendre. Aujourd'hui, Pape Abdoulaye Sarr, avec l'ADER, sont en train de réussir ce que beaucoup n'ont pas réussi. Ça, il faut le concéder. Même les pires opposants du chef de l'État, notamment le groupe Kergui, via Y'en a marre, sont allés bénéficier de 15 millions de ce programme. Ces gens-là vous diront que ce programme, il marche. Et on attend de vous que vous dites ça ne va pas quand ça ne va pas. Mais quand ça va, reconnaissez-le. Pour revenir à la question sur ce qu'on peut attendre d'Abdou Diouf et d'Abdoulaye Wade. Moi, d'Abdoulaye Wade, je n'attends absolument rien du tout. Parce qu'aujourd'hui, il n'a pas cette posture d'ancien chef d'État. Il a encore cette posture d'opposant. Il est à la tête d'un parti de l'opposition, il est impliqué à chaque élection. C'est celui-là qui, il y a 2-3 semaines derrière, a appelé les Sénégalais à sortir massivement, à brûler les urnes, à brûler les cartes électeurs. Voilà pourquoi je dis que je n'entends absolument rien. D'Abdou Diouf. Il a une expérience en démocratie. Oui, mais vous savez... quand on parle de la démocratie au Sénégal, on va citer forcément le nom d'Abdoulaye Wade. Ce qui fait l'image d'un homme, c'est son actif et son passif. Et malheureusement, moi, le passif d'Abdoulaye Wade, il est beaucoup plus important à mes yeux. Parce que je me rappelle encore de 2012. Je me rappelle de ces 13 Sénégalais tués juste pour se maintenir au pouvoir. Je me rappelle de ce grand homme qui nous a fait tant rêver. Nous qui étions des petits-fils de ministres socialistes, nous avions voté en 2000 pour que cet homme vienne au pouvoir. Il nous a déçus. Parce que venu au pouvoir, il a pris un carcan de pouvoir et les a conférés à son fils. Je me rappelle encore, vous savez, ce pays-là, il y en a qui ont décidé d'être Alzheimer. C'est leur droit le plus absolu. Ils peuvent oublier. Aujourd'hui, quand je vois cette opposition vouloir se cacher derrière un vieillard de 90-93 ans, j'ai mal pour mon pays. Parce qu'aujourd'hui, il devrait l'aider à se ranger. Son fils qui aujourd'hui cherche à gérer ce pays. Pourquoi il n'est pas là? Pourquoi? Il est temps qu'on nous le dise. C'est facile de dire que... Vous l'avez menacé? Vous savez... vous l'avez menacé, vous l'avez exilé. C'est des affirmations gratuites. Qu'il a été exilé, qu'il a été menacé. Personne ne peut le prouver. Et à un moment donné, les Sénégalais aussi ont besoin de choses sérieuses. Karim Wade est sorti ici à 3h, 4h du matin. Et personne ne sait dans quelles conditions. Que peut apporter maintenant Abdou Diouf? Vous avez dit, bon, vous passez de Wade. Abdou Diouf, encore une fois, moi je pense que on s'en souvient comme un ancien chef de l'État. Vous l'avez dit vous-même. Depuis longtemps, on ne l'a pas entendu prendre des positions sur son parti,
le PS sur les questions politiques nationales. Donc je pense, et j'y vais aussi avec des nuances, je pense que ce dernier mériterait qu'on l'écoute. Maintenant, mais Wade ne mérite pas qu'on l'écoute. Non, non, ça c'est ma position personnelle. C'est ma position personnelle et je pense qu'en tant que citoyen sénégalais, j'ai cette liberté de ton qui n'engage en rien du tout le chef de l'État. Moi je dis que jusqu'à avant-hier seulement, les propos d'Abdoulaye Wade m'ont ahuri. Et ce dernier ne peut pas venir encore. Parce que moi, à mes yeux, pour moi, ce dernier continue à s'activer uniquement pour installer son fils au pouvoir. D'accord. Bon, de toute façon, là, les principaux intéressés sont là. Alors, honorable député, à quoi peut-on s'attendre donc d'Abdoulaye Wade et Abdou Diouf à ces dialogues-là dont on vous convainc? Bon, déjà, il faut comprendre que Macky Sall a pris le pays en 2012. Le pays était ruiné, mais qui était premier ministre de Abdoulaye Wade? Souleymane Ndéné Ndiaye. Attends, Macky Sall a fait combien d'années avec Abdoulaye Wade? C'est que ça veut dire que pour être cohérent, moi je veux qu'on entre dans un débat de cohérence. Absolument. Moi, je ne quantifie pas, je ne qualifie pas aussi la sociologie politique de l'électorat du Sénégalais. Mais en 2012, il y avait 3 candidats, 2 candidats qui s'opposaient à outrance avec Abdoulaye Wade pendant 10 ans, Ousmane Tanor Dieng, Moustapha Niasse. Quand les Sénégalais ont choisi, ils ont choisi la personne qui était Abdoulaye Wade pendant 8 ans. Et pourtant, il y avait un débat d'antisystème qui était posé. C'est pour cela aujourd'hui, moi les résultats de Grand Yoff, que je dis partout, hein, ça dit que moi aussi ça ne me surprend pas. Je ne suis pas en train de caricaturer l'électorat sénégalais, mais je ne suis pas également en train de se prononcer sur la maturité de l'électorat sénégalais. Mais en fait, moi je pense qu'il faut comprendre que la sociologie politique des Sénégalais, on ne peut pas être dans un débat d'appréciation éternelle. Mais cela dit, tout à l'heure, bon, je vais vous dire là où vous faites des erreurs dans le financement de l'entrepreneuriat au Sénégal. Et ça, je vous le dis pas parce que je suis un acteur politique, mais en fait c'est mon domaine professionnel. Parce que moi je suis ingénieur financier, je travaille sur les projets Allons-y. Non, je vais vous dire ça. Vous avez créé des instruments de financement innovants. Mais vous avez mélangé, en fait, les banques classiques, l'élément, la BNDE, la NEJ, DER, tout ça, qui ont une appréciation de financement classique. C'est-à-dire qu'il faut une garantie, il faut des sûretés, il faut une analyse des informations. Et je pense que l'ADBME travaille sur des projets pour qu'il y ait un fonds de garantie, hein? Pas à 50% comme vous le proposez, mais un fonds de garantie assez équilibré pour l'environnement, pour les jeunes promoteurs. Parce que le problème, c'est que vous n'intégrez pas le secteur informel. Le problème, nous avons dit dans notre programme fondamental au niveau du Grand Parti, et dans laquelle j'ai beaucoup travaillé sur le secteur informel. Le secteur informel mobilise 75% de la main-d'œuvre au Sénégal. Le secteur informel, c'est quoi? C'est les mécaniciens, c'est les maçons, c'est ceux qui vendent du feu de diaille. Ces gens-là n'ont pas accès au financement et ne sont pas organisés. C'est pour cela qu'on avait dit, d'ailleurs, on avait proposé la séparation du ministère de la Jeunesse qui n'a aucun sens. C'est grave ça. Non, si on était au pouvoir, on allait supprimer ce ministère-là. De la jeunesse. Le ministère des Jeunes, le ministère des Femmes, ça veut dire quoi? Dans un contexte où les jeunes ont besoin d'emploi, nous avons proposé dans notre programme qu'on aurait un ministère de l'emploi, de la transformation structurelle, du secteur informel et du financement du secteur informel. C'est ça que le contexte, parce que les choses évoluent, les choses deviennent de plus en plus dynamiques. La DER, en fait, vous l'avez fait en 2018, vous l'avez mixé en termes de package avec l'année sociale. Et j'ai posé la question, pourquoi 2016-2017? Ça, c'est des structures, en fait, c'est des stratégies pour gagner des élections. Maintenant, mais tant mieux pour vous, vous avez gagné les élections, vous avez emporté les élections, je ne dis pas remporté, bon. Maintenant... on les a gagnés. Non, ça dit qu'aujourd'hui, il faut quand même inverser les choses. On ne peut pas, nous, on n'est pas dans l'irresponsabilisme. Moi, j'ai tenu un discours
avec les jeunes de mon parti, de la coalition, à la veille, au soir même des élections, pour leur demander de ne pas verser dans cette, je veux dire, dans cette déstabilisation qu'on nous prêtait. Parce que moi, je connais un peu, j'ai un peu étudié les pays qui ont été dans des situations catastrophiques après les élections. À la suite d'une élection. Donc ça ne vaut pas la peine, je l'ai dit. Et moi, je suis jeune, peut-être, je suis moins jeune, je suis plus responsable des jeunes, mais je vais vous dire que moi, le débat de mettre en avant les jeunes pour le combat, mais en fait, ce débat-là, je ne le partage pas avec beaucoup de... Parce que je le partage avec vous. Mais nous, j'ai fait un débat avec le ministre de la Jeunesse il y a une semaine, dans un autre plateau, où la question a été évoquée par nous, on n'est pas dans notre génération, doit sortir de cette... Et je dis, et puis, c'est valable également, mais je vous verrai bien vous confier au ministère des infrastructures, mais malheureusement, l'expérience n'est pas une science. Mais on n'a jamais vu une école où on sort des expérimentés. Pourtant, il y a des éléments péjoratifs quand on est dans notre frange. C'est-à-dire qu'on vous demande toujours, on vous confie toujours des responsabilités. Et faites l'évaluation. Le président Macky Sall, il gouverne avec qui? Notre grand-père Moustapha Agnès qui a des responsabilités de votre génération dans ce système. Vous me direz le ministre de la Jeunesse, quelques agences, quelques directions. Malick Gakou? Non, attends. Malick Gakou? Non, mais Malick Gakou, mais c'est pas de cette génération dont je parle. Génération, non, c'est pas la génération. Non, Malick Gakou, c'est la génération de... Non, dans le cas, c'est la génération de Khalifa Sall, tous ces gens-là, Karim Wade, Macky Sall. Malick Gakou, il a le même âge que Macky Sall. Il est né en 61 comme Macky Sall. Ouais, donc il faut comprendre que moi, si je pose ce débat-là, pour qu'on puisse comprendre qu'on ne peut pas éternellement être des modes opératoires pour un certain nombre d'élites politiques. Moi, j'aime bien qu'on débatte entre notre génération, j'aime bien. Mais il ne faut pas qu'on ait des erreurs, il ne faut pas qu'on ait aussi, en fait, des positions déjà écrites, des positions déjà dans nos appareils politiques. Il faut que, d'ores et déjà, qu'on sache que cette question du financement de l'emploi des jeunes, cette question des instruments pour que, vous avez dit 500 000 emplois, le président va aller à 1 million d'emplois. Mais tant mieux pour la jeunesse. Mais le dialogue s'organise sur ça. Mais ce serait intéressant que les entités puissent y participer. Certainement, certainement. Alors, Monsieur Alassane, ce mandat du chef d'État est un peu inédit, puisque c'est pour la première fois qu'un chef d'État, un exercice, va organiser des élections auxquelles il ne participerait pas. Bon, malheureusement ou bien heureusement, certains commencent à se poser des questions parce qu'ils se disent que le président de la République, lors de son premier discours, en tout cas qu'il a fait aussitôt après la proclamation des résultats, n'a pas dit aux Sénégalais que j'étais à mon dernier mandat. Vous savez, Georges, moi je pense que les gens veulent trouver un problème là où il n'y a pas. Mais parce que certains disent que la loi lui permet, la loi lui dit que ça, c'est à votre premier mandat. Je reviens à ça et je vais, à ce moment-là, je parlerai de Macky Sall et non pas du président de la République. Quand il va se présenter pour un second mandat. Exactement. Non, sur la question en fait, en soi, est-ce qu'il va se présenter ou pas? Mais juste pour rappeler... Il ne doit pas se présenter. La question ne se pose pas. C'est à moi qu'on a posé la question. Je vais y répondre. Donc c'est juste pour vous dire en fait que quand vous avez caricaturé tout à l'heure le chef de l'État en disant qu'il a fait son mandat avec des adultes, des vieux et non pas... Pas des adultes, des vieillards. On est des adultes. Exactement. Nous tous, on est des adultes. Voilà, des vieillards comme vous voulez. Mais du tout, je vais vous dire une chose. Moi, je pense que la posture du président, et je le connais personnellement et je sais quelle est la place qu'il occupe, qu'il confère aux jeunes, d'abord de son parti, mais aussi aux jeunes de ce pays. Particulièrement aujourd'hui, les mesures que vous êtes en train de contester, quelqu'un qui n'aurait pas de considération pour la jeunesse n'irait pas dans ce sens-là. C'est le seul président, avant même d'être élu, s'est engagé à faire 500 000 emplois. Ça, c'est une première. Aujourd'hui, de 500 000, il passe à 1 million. Ce qui veut dire qu'il se soucie particulièrement. 1 million, c'est une promesse pour l'instant. Oui, mais c'est une promesse, c'est un objectif, c'est un cap qu'il s'est fixé. Donc moi, je dis qu'il a, entre autres,
cette envie de réaliser quelque chose pour sa jeunesse. Et je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites qu'il n'a pas mis dans son mandat des jeunes à la tâche. Non, il y a eu des jeunes qui sont à la tâche. Maintenant, il faut comprendre que nous sommes sortis d'un système qui a été dirigé depuis plus de 50 ans par des vieillards. Et les jeunes en soi devraient passer, parce que l'administration aussi, ça s'apprend. Il ne suffit pas juste d'aller à l'école, prendre des diplômes et venir occuper certains postes de responsabilité. Nous avons eu un mandat de 7 ans où les jeunes, comme moi, qui n'avaient jamais travaillé à l'administration, j'y ai eu une certaine expérience. Thérèse Diouf Faye, Pape Gorgui, non, d'autres et d'autres. Et vous allez voir, moi je reste convaincu. Et là, je suis d'accord avec vous quand vous dites que les jeunes dans les partis, pas plus tard qu'hier, je le disais dans un plateau, ne doivent pas être cantonnés dans un rôle de pyromane quand il s'agit d'aller contester. Et je salue au passage et je prie pour que mon ami Morigueï recouvre la liberté. Bientôt, le responsable des jeunes de Réumi. Ces pratiques doivent cesser. Et ça, je vous le concède. Maintenant, pour la question s'agissant, est-ce que le président va briguer un 3e mandat ou pas? Moi, je dis que la question ne se pose même pas. Elle ne se pose pas parce que, plus d'une fois, ceux-là qui disent que le président s'est prononcé et n'a pas parlé du 3e mandat cherchent la petite bête. Et ça, on ne peut pas les arrêter. Mais plus d'une fois, pas plus tard que lors de son discours du 31 décembre. N'oubliez pas qu'on dit que le diable est dans le détail. Oui, mais le diable ne sera pas présent dans cette affaire. Et ça, je peux vous rassurer. Parce que pas plus tard que le 31 décembre, le chef de l'État, lors de son discours, un journaliste lui a posé la question. Il lui a dit, je ne me représente pas. Vous savez, à un moment donné, moi, je me suis engagé aux côtés de cet homme-là. Parce que j'ai vu, et c'est là que je vous parle de Macky Sall. J'ai vu en lui quelqu'un qui savait défendre des valeurs. Quelqu'un qui, lorsque tout était rose, lorsque Abdoulaye Wade était au plus haut sommet de son pouvoir, lui a dit, pour des principes, je refuse. Et en son temps, il avait dit quelque chose. Pour que je continue à exister, qu'il faille me nier, je dis non. Moi, je reste convaincu que le président cherchera à partir c'est parce que par la grande porte pour ne pas... Si certainement des Sénégalais doutent, c'est parce que peut-être il y a eu des antécédents. Il y a eu peut-être ce fameux mandat de 7 ans et qui n'a pas pu le durer à 5 ans. En réalité, ce qui fait douter les Sénégalais, vous ne voulez pas le dire, c'est le fameux Wahwahet d'Abdoulaye Wade de 2012. C'est ça la vérité. Et cette psychose, elle est là. Moi, elle m'habite. Et je vais vous dire ici, sur ce plateau, moi, je reste convaincu que le président respectera ce mandat parce que aussi, il est jeune. Il n'est pas habité, frappé par l'âge qui puisse lui empêcher demain, après ce mandat-là, de pouvoir se représenter. Donc, s'il doit partir après ces 2 mandats, il partira. Maintenant, il ne faut pas que aussi les gens pensent que, parce que Macky Sall partira, la politique dans son camp va se terminer. Et c'est pour ça que je trouve ce débat injuste. Quand on veut l'imposer de quitter son parti, alors qu'il est dans une phase de transition. Il partira, mais il organisera aussi quand même son parti. D'accord. Elhadji Malick Gueye, honorable député Malick Gueye, oui. Bon, c'est pas grave, hein, c'est la même chose. Mais ce qui est important, c'est-à-dire que bon, la politique, c'est une science du moment. Donc, souvent, c'est le contexte qui détermine les choix. Mais vous êtes rassuré par rapport au nombre de mandats qu'il est en fin de mandat? Bon, je pense comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est en cela que ce mandat est inédit parce que c'est pour la première fois un président au Sénégal c'est un mandat intéressant. C'est un mandat intéressant au-delà de en fait, cette contestation. Mais vous allez voir, d'ailleurs, même vous les journalistes, vous aurez de la matière à traiter parce qu'il me semble que je pense que moi je connais un peu en fait les émulations qui sont dans les différents appareils politiques. Et vous savez, quand on fait une évaluation de l'opposition et du pouvoir, bon, on verra, mais ce qui est important, c'est qu'on sache que le président sera obligé de respecter ce n'est même pas une parole, parce que ça, c'est maintenant une disposition de la Constitution. Maintenant, s'il va vouloir faire un 3e mandat, il sera obligé de revivre cette situation de 2012 où les gens, tout le peuple sénégalais était en face du président sortant pour lui demander de respecter la Constitution. Je pense qu'il est conscient de cela. Tout à l'heure, j'avais
j'avais évoqué une question pour terminer un peu sur les projets de l'État. C'est-à-dire que sur le secteur de la santé, moi depuis 5 ans, moi je suis de la commune d'Anguékokh, dans le département de Mbour. J'étais en face de moi des responsables de l'APR aux élections, mais dans leur programme de campagne, ils nous disaient que bon, vous savez, l'hôpital de la commune va être réglé dans le second mandat. Donc ils ont fait 7 ans, ils n'ont pas pu peut-être même ce terrain-là, moi en tant que député, écrire au ministre pour nous demander, parce qu'on a un terrain de 4 hectares là-bas, on a un projet de centre d'hôpital là-bas. Et pour vous dire qu'il faut inverser les choses, c'est un exemple que je donne. C'est-à-dire qu'il faut quand même maintenant, comme le terre a coûté 1200 milliards, je ne sais pas, 1000 milliards, vous l'avez fait, vous avez gagné. Vous avez mis 30 milliards dans le DER pour gagner, vous avez gagné. Vous avez mis 285 milliards dans les bourses familiales pour gagner, vous avez gagné. Maintenant, s'il vous plaît, l'argent... On a mis combien dans la couverture médicale? Non, j'ai mis 285 milliards depuis 2013. Hein, oui. Il faut le dire aussi. Non, je le dis. C'est la santé, ne vous en arrêtez pas, continuez. Mais je le dis. Ok, c'est bon. 285 milliards sur 6 ans. Maintenant, il faut prendre l'argent et mettre ça dans les secteurs prioritaires. C'est-à-dire que les Sénégalais ont besoin de se soigner, les Sénégalais ont besoin d'avoir une éducation appréciable, les Sénégalais ont besoin d'avoir un bien-être. Et c'est là où la répartition des richesses doit être intégrée dans ce dialogue sur le pétrole et le gaz. Parce que le pétrole et le gaz, il faut faire attention sur cette répartition qui peut surprendre les Sénégalais. Moi, quand j'entends, je pense que je l'ai dit la fois passée, quand le ministre était à l'Assemblée nationale pour présenter le projet de loi sur le COS pétrole-gaz, le COS pétrole-gaz est relié au service présidentiel. Hein? Donc, l'offshore profond, l'offshore peu profond, pour montrer que cette loi, comment a été précipitée. Et durant la campagne électorale, les gens ne savent même pas, ce qu'ils ont voté à l'Assemblée nationale. Parce que quand c'est peu profond, il y a peu de pétrole. Quand c'est profond, il y a beaucoup plus de pétrole. Mais quand c'est plus profond, il y a plus de pétrole. Et les contrats qu'ils ont donnés, parce qu'il y a des contrats de services qu'ils ont prévus maintenant, il y a des contrats de concession qu'ils ont prévus, mais les contrats de concession, c'est des contrats d'exploration sur 2 ans. Ça veut dire, on dit que pendant 2 ans, vous recherchez, mais vous n'avez pas le droit de produire. Maintenant, ils ont augmenté la durée sur 4 ans de recherche et autorisé, en fait, l'entité, la société, à produire dans la durée de recherche. Maintenant, quand on donne là où il y a beaucoup de pétrole à quelqu'un, et qu'on lui dit que vous recherchez pendant 4 ans, il peut faire 1 mois et trouver. Donc, il a 3 ans, 4 mois de recherche. Donc, on doit diminuer les délais et les mettre dans le contrat d'exploitation. D'accord. C'est ça que les gens disent. Alors, honorable député, on vous a élu à l'Assemblée nationale pour que vous représentiez le peuple. Donc, je pense que vous avez l'occasion d'expliquer tout cela, de défendre le peuple. Non, je l'ai dit, j'ai pris la parole. Ce que j'ai dit là, je l'ai dit devant le ministre. Très bien, merci. Ouais. Alors, pour finir, M. Sarr, alors, qu'est-ce que vous comprenez quand le président de la République dit « Je comprends ceux qui n'ont pas voté pour moi » Je comprends juste une posture d'un homme d'État. Parce qu'en réalité, quand on est élu par certains, mais on est le président de tout le monde. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une donne majeure à intégrer. C'est quelque chose de salutaire. Que quand le président dit « j'essayerai de comprendre les raisons qui ont motivé d'autres à ne pas voter pour moi ». Moi, je pense que c'est une posture à saluer. Mais juste vous dire que, encore une fois, il faudrait que les gens dépassent ces histoires de Mour, qui va gérer, comment il va gérer. Dans votre discours, vous êtes revenu à 2-3 reprises sur le pétrole et le gaz. Et je rappelle à nos concitoyens qui nous suivent, nous n'avons pas encore une goutte de pétrole sortie de terre. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous positionner comme étant les plus sûrs garants des intérêts du Sénégal
au détriment du président de la République. Il le fait au quotidien. Vous savez, tout à l'heure, vous avez parlé du dette. Donald, aujourd'hui, Macky Sall partira, d'autres hôpitaux devront se faire construire, mais en partant, on fera le bilan pour voir combien d'hôpitaux il y a. Le président vous a-t-il rassuré quand il dit que là, il va diriger, sera le président de tous les Sénégalais et qu'on mettra en tout cas les partis, les connotations politiques à côté? Bon, vous savez, moi je suis pas... On ne peut pas insulter l'avenir aussi. Moi, je pense que je ne suis pas dans le débat nihiliste. Hein. C'est-à-dire, je n'ai jamais dit un président de la République, quelqu'un qui dit que n'a rien fait dans un pays, c'est un discours irresponsable. Un président de la République, c'est comme la personne qui dit que bon, j'ai épousé une femme, bon, je lui donne la dépense quotidienne, tout le monde le félicite dans la maison. On n'a pas besoin de le féliciter parce qu'il a épousé sa femme, c'est lui qui doit donner la dépense quotidienne. Le président de la République, on lui donne les impôts du pays, on lui donne... certainement, il doit faire quelque chose. Il fera quelque chose. Le président le plus qui n'a pas de programme, qui n'a pas de bilan, fera quelque chose. Ça, c'est pour caricaturer. Mais on est dans un débat, je pense qu'on est dans un débat de performance, n'est-ce pas? Absolument. Si on est dans un débat de perspective, mais tant mieux, on peut en parler. C'est-à-dire que, voilà, l'opposition doit s'opposer, le pouvoir gouverne. Parce que si on a un pays où toute l'administration est au pouvoir, maintenant, on veut que maintenant organiser la transition de telle sorte que tout le monde, on va aller vers le parti unique. Voilà. Et que le parti unique, c'est pas, voilà, merci. Donc, pas efficace. On va laisser, de toute façon, il y a le dialogue, il y a cet appel au dialogue, mais on devra laisser forcément, dans une démocratie, il faut des gens au pouvoir et d'autres dans l'opposition. Donc, le pouvoir, vous devez gouverner et l'opposition devra s'opposer, les observateurs, les Sénégalais, la société civile. Avec une opposition républicaine aussi. Tout à fait. Voilà. Merci à mes chers invités. Je rappelle que j'avais le plaisir de recevoir ce plateau l'honorable député Malick Gueye, le porte-parole du Grand Parti, membre de la coalition ELI 2019. Merci, honorable député. Merci à vous, RSA. Je rappelle que vous êtes un cadre de l'APR et responsable politique à Ziguinchor. Merci à l'équipe technique, cher Tidiane Ndiaye. Merci à Ousseynou Sall pour la décoration. Merci à vous, chers téléspectateurs. Excellent week-end avec les programmes WAF TV.